Mon chien est malade, que faire? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment savoir si votre chien est malade, comment vous comporter à ce moment-là et à quel moment sortir votre téléphone pour appeler le vétérinaire. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, je suis parti à la rencontre de Charlotte Renard, vétérinaire conseil du site DirectVet, pour bénéficier de ses conseils d'experts sur le sujet. Cette interview se divise en 3 grandes parties qui sont une première partie où Charlotte nous explique qu'est-ce que DirectVet et ce que le site propose. Elle nous parle également du blog associé et de sa chaîne YouTube. Une deuxième partie où on se penche sur l'aspect vétérinaire. Si votre chien est malade en ce moment et que vous êtes pressé, regardez la timeline dans la description pour savoir à quel moment on commence à parler de ça. Vous apprendrez notamment quand et comment faire sa première visite vétérinaire quand on adopte un chien, mais également comment se comporter par la suite quand son chien est malade. Elle nous apprendra également un super moyen mnémotechnique pour se souvenir des choses à contrôler chez son chien si on pense qu'il couvre quelque chose. Et enfin, une dernière partie où on parlera d'éducation, puisque comme je l'ai dit, en plus du site DirectVet, Charlotte propose un blog et une chaîne YouTube qui parlent d'éducation canine et de conseils vétérinaires. Elle partagera notamment sa vision de l'éducation canine, quelle base suivre lorsqu'on débute, et également la plus grosse erreur qu'elle a commise lorsque elle-même a débuté et qui vous permettra d'en tirer des leçons. Le site DirectVet est largement recommandé puisque les clients lui ont donné une note de 9,3 sur 10. Comme cette interview est conséquente et pour que vous puissiez en tirer un maximum, nous avons préparé un document qui récapitule tous les points vus dans cette interview. Vous pourrez ainsi être sûr de rien oublier de tout ce qu'on a discuté avec Charlotte. S'il vous intéresse, vous avez qu'à cliquer sur le premier lien dans la description et vous n'aurez alors qu'à renseigner l'adresse mail à laquelle vous voulez qu'on vous l'envoie. Et si vous voulez juste profiter de l'interview, pas de souci, vous pouvez aussi. Vous y apprendrez tout de même de super conseils vraiment utiles. Allez, je me tais, je vous laisse profiter de la discussion passionnante que j'ai eue avec Charlotte Renard du site DirectVet. Bonjour Charlotte Renard et merci d'avoir accepté donc ma proposition d'interview. C'est un honneur de te rencontrer. Merci Mathias d'avoir pensé à moi pour l'interview et merci d'être venu me rencontrer. Voilà, alors pour commencer, est-ce que tu peux juste déjà nous parler un peu plus de toi, donc qui es-tu et qu'est-ce que donc DirectVet? Alors en fait je m'appelle Charlotte Renard, je suis vétérinaire depuis 2003, diplômée de l'École nationale vétérinaire de Lyon. J'ai travaillé en France et puis aux Pays-Bas. J'ai beaucoup déménagé en fait, beaucoup changé de pays. Et aux Pays-Bas, j'ai eu l'idée de créer la société DirectVet en fait, qui est un site de vente en ligne de parapharmacie vétérinaire, surtout axé chiens et chats. Après, à côté du site donc qui expédie en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Irlande, en Espagne, pas encore en Suisse, mais sûrement c'est un projet de développement pour le futur. Donc à côté de la vente en ligne pure pour envoyer des croquettes, des produits de soins, des vermifuges, des antiparasitaires aux propriétaires de chiens et de chats, eh bien il y a vraiment ce qui fait un peu la particularité de DirectVet, c'est qu'il y a vraiment une offre de conseils en fait pour les propriétaires de chiens et de chats via 2 canaux, via le blog DirectVet et la chaîne YouTube DirectVet, donc qui donne des conseils pour les propriétaires d'animaux, voilà, des conseils aussi bien comportementaux que pour les soins de base, etc. Et à l'heure actuelle, la chaîne YouTube a à peu près 28 000 followers, enfin au dernier décompte, donc peut-être qu'on a passé les 30 000 récemment, je sais pas. Et puis toutes les 2 semaines environ, je suis aussi bénévole pour une page Facebook d'amoureux de chats et je fais un live d'environ une demi-heure de conseils en fait pour les propriétaires de chats. Voilà. Voilà, ok, c'est génial. Du coup, ça couvre, donc chien et chat. Oui, chien et chat, voilà. J'aime beaucoup les chiens et les chats, et puis vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est donner des conseils, en fait, prodiguer des conseils pour les propriétaires. C'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. D'accord.
Donc là, sur cette page Facebook, c'est plus axé donc chat. Là, c'est vraiment spécifique chat. Voilà, c'est pas du tout la page de Direct Vet. En fait, c'est une page d'amoureux de chats en fait qui s'appelle Chat je discute et avec un groupe entre amoureux des chats. Et donc l'organisateur de la page m'a demandé de faire des lives en fait pour aider un petit peu les propriétaires de chats quand ils ont des questions, juste avant d'aller chez le véto en fait. Voilà, pour savoir s'il faut y aller. En général, je leur dis d'y aller. Parce que rien ne remplace bien évidemment une consultation chez le vétérinaire. D'accord, ouais. Et je suis allé regarder donc sur Direct Vet, j'ai vu qu'il y avait par exemple un bonus gratuit à télécharger qui est donc c'est les premiers secours pour animaux. Tout à fait. C'est depuis très longtemps je propose au téléchargement en fait le manuel des premiers secours pour les propriétaires de chiens et de chats, justement pour savoir quoi faire dans certaines situations et puis savoir paramétrer un petit peu les constantes de base chez les chiens et les chats et savoir quoi faire juste avant d'aller chez le vétérinaire. D'accord, ouais. Donc enfin, moi je l'ai téléchargé pour être franc, je l'ai lu, j'ai trouvé ça génial en fait parce que je trouve que c'est un aspect qu'on voit pas assez, dont on parle pas assez. On n'y réfléchit pas avant que ça nous arrive, mais quand ça nous arrive, c'est un peu trop tard. Voilà, c'est exactement. Quand effectivement son chien a une plaie, comment réagir, quand il s'étouffe, ça peut arriver aussi. Que faire? Parce que là, on n'a pas forcément le temps de se rendre tout de suite chez le vétérinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avant, donc dans ce laps de temps, avant d'arriver à la clinique vétérinaire la plus proche de chez soi. Donc c'est important effectivement d'être préparé et déjà rien que de télécharger, ça te met déjà dans une dans une préparation parce que tu sais que ça peut arriver et tu sais que tu pourras faire quelque chose et intervenir. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez le télécharger, je pense qu'on pourra mettre le lien en dessous de la vidéo pour y accéder. Bien entendu, ouais, c'est sûr. Alors donc sur Direct Vet, donc c'est comme tu l'as dit donc une pharmacie en fait en ligne pour les médicaments, mais du coup ça en fait ça s'adresse à qui? Alors en fait, ce sera pas vraiment une pharmacie en ligne pour les médicaments parce que on n'a pas le droit de vendre tout ce qui est sur prescription vétérinaire en fait en ligne. Ça c'est la législation qui l'interdit. Donc on va plutôt retrouver des produits qui sont pas soumis à prescription, mais tout ce qu'on peut retrouver chez un véto, donc tous les produits de soins, tous les antipuces, vermifuges qui sont pas soumis à prescription. Et ça s'adresse au grand public en fait, aux propriétaires de chiens et de chats. Et puis aussi il y a toute l'alimentation un petit peu spéciale pour des pathologies particulières comme pour les problèmes de reins, les problèmes de foie, etc., etc. Donc on va vraiment retrouver tout ce qui est plutôt premium. Tout ce qui est vraiment axé vétérinaire, ça se différencie d'une animalerie parce que c'est vraiment axé un petit peu valeur ajoutée vétérinaire. Donc on va pas vraiment retrouver des pouic-pouic, mais on va plutôt retrouver des articles qui ont été sélectionnés, donc qui ont une valeur ajoutée parce que ça a été sélectionné par une équipe de vétérinaires. Donc par exemple pour les chats, on n'a qu'un seul type de chatière, c'est les chatières qui reconnaissent la puce électronique du chat, parce que là il y a vraiment une valeur ajoutée. Pareil pour les jeux, pour les chiens, ça va être des jeux soit très résistants parce qu'ils vont pas se détruire tout de suite sous les crocs de nos chiens, et puis des jeux qui ont vraiment un intérêt comportemental, donc des jeux éducatifs, des jeux qui font réfléchir, parce que pour les chiens, il y a 3 choses qui sont très importantes pour la fatigue et pour leur vie de tous les jours. C'est à la fois une stimulation intellectuelle, donc leur faire jouer à des jeux d'intelligence où ils vont chercher des choses, renifler, essayer un petit peu de se challenger. Donc la stimulation intellectuelle est très importante. Ça passe aussi par le dressage, leur apprendre l'éducation plutôt que le dressage, leur apprendre des ordres, c'est très important pour eux en fait parce que ça stimule leur intelligence et ça les fatigue au même titre qu'une activité physique. Donc par exemple, notamment là pendant le confinement, quand les gens peuvent moins sortir, et le fait de procurer une activité intellectuelle au chien, ça permet de le fatiguer aussi au-delà de la fatigue physique. Donc l'activité intellectuelle, l'activité physique.
qu'il faut bien évidemment aussi respecter. Et puis l'activité masticatoire. Donc les chiens doivent mastiquer dans la journée, donc c'est-à-dire mâchouiller des jouets. Donc il faut bien penser à leur donner des jouets de mastication, donc des jouets qui vont pouvoir rogner longuement, ou alors des petites friandises qui prennent du temps à être mangées. Voilà. Donc ça, c'est les 3 choses pour un chien qui va être bien dans sa tête, auquel on peut penser facilement sur la vie de tous les jours. Voilà. D'accord, ouais. Donc du coup, sur DirectVet, on va trouver des choses qui vont permettre l'activité intellectuelle, donc des jeux d'intelligence, l'activité masticatoire avec des jouets qui vont pas se détruire trop rapidement, et puis etc. Voilà. D'accord, ouais. Ouais, donc ça va plus loin que juste les médicaments. Et tout est sélectionné pour vraiment avoir un intérêt. Donc ça va pas être des choses qui n'ont pas d'intérêt en fait. Et, il y a toujours une arrière-pensée parce que on l'a mis au catalogue parce qu'on pense vraiment que il y a quelque chose de positif qui va apporter quelque chose au chien et à son propriétaire. Voilà. D'accord, ouais, super. Donc maintenant pour aider un peu ceux qui nous regardent et qui se poseraient un peu les questions, qui sont sur le point un peu d'adopter un chien, qui sont vraiment donc à la toute base, à la recherche un peu, à aller visiter des chiens, des choses comme ça. Est-ce qu'au niveau de la santé, tu as des conseils? Est-ce qu'il y a des choses à regarder en particulier quand tu vas voir le chien? Est-ce que tu peux déjà tâter le terrain au niveau de la santé en fait? Alors déjà en fait, avant d'acheter un chien, il y a plusieurs étapes dans le processus. D'abord, il faut s'interroger sur soi. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter un chien? Quel type de chien on veut? Donc bien se renseigner, c'est la première chose à faire. Se renseigner déjà sur les races. Est-ce qu'on est quelqu'un de très sportif et on veut un chien qui va faire du sport avec nous? Est-ce que on est plutôt âgé, on cherche un chien qui va être plutôt canapé et sieste? Donc bien s'interroger sur quel type de chien on recherche pour pouvoir avoir la race qui va se rapprocher le plus possible en fait de ce type de chien, et puis bien analyser son type de vie. Est-ce qu'on a le temps pour un chien? Parce que quand on n'a pas le temps, si on a très envie d'un chien mais qu'on n'a pas encore le temps, parce qu'on sait qu'on travaille beaucoup, à ce moment-là, il faut peut-être repousser un petit peu, se dire je vais attendre quelques mois et quand j'aurai un peu plus de temps, plus de temps libre pour pouvoir lui accorder du temps, parce que vraiment ça nécessite on n'achète pas un chien pour le laisser toute la journée à la maison tout seul. Il faut s'en occuper pour son bien-être à lui. Donc il faut vraiment s'interroger sur les possibilités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir le sortir entre midi et 2, etc. Donc vraiment s'interroger sur soi, sur le type de chien qu'on veut. Une fois qu'on sait quel type de chien on veut, se renseigner sur où est-ce qu'on peut l'avoir, donc sur les éleveurs. Donc là, il faut pas hésiter à éventuellement regarder des groupes sur Facebook qui ont déjà cette race et qui peuvent conseiller. Et puis aussi ne pas hésiter à demander des conseils à d'autres gens qui sont déjà propriétaires de cette race, pour savoir quel type où l'acheter. Et puis une fois qu'on sait à peu près chez quel éleveur on veut se rendre, il faut aussi contacter l'éleveur, l'appeler, lui demander si on peut venir visiter, voir les parents. Ça, c'est des choses très importantes parce qu'en fait l'élevage fait beaucoup dans l'équilibre du chien. Donc si un chien n'a pas été socialisé correctement par son éleveur avant, parce qu'à partir de 6 semaines, même avant, il y a une période très importante qu'on appelle la socialisation. Donc si le chien n'a pas été manipulé, n'a pas entendu de bruit et qu'il était dans un environnement assez pauvre en stimulation, ça peut après donner un chien qui peut être un petit peu peureux. Donc faut pas hésiter à se renseigner sur tout ça en fait en amont avec l'éleveur, et puis demander à voir les parents, demander à voir les locaux en fait de l'élevage. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est en amont, avant l'achat. Et puis après, au moment de l'achat, s'il y a des conseils de santé à donner. Alors déjà, faut regarder le chien, comment il est. Est-ce que il nous semble en bonne santé? C'est la première chose à faire. Est-ce qu'il a un pelage qui est sain en fait? Est-ce qu'il a l'air bien? Est-ce qu'il n'est pas trop maigre? On peut demander à l'éleveur quel type d'alimentation il avait avant,
pour soit continuer sur la même, soit pouvoir faire une transition en fait, parce qu'il va pas falloir donner tout de suite une nourriture différente. Il va falloir en fait faire une petite transition alimentaire si on veut changer d'aliment sur à peu près 7 à 10 jours. Donc soit l'éleveur vous donne en fait un sac de croquettes de ce qu'il avait avant, soit on achète les mêmes croquettes et puis comme ça on continue à la maison pour pouvoir faire sa transition si on a décidé de changer de marque. Après, il faut aussi se renseigner auprès de l'éleveur sur les vaccins qu'il a déjà eu, s'il en a déjà eu, et puis les traitements vermifuges, où est-ce qu'il en est, sachant que voilà, il y a un calendrier de vermifugation qui est assez précis. Donc, du coup, pour savoir où est-ce qu'il en est, pour pouvoir continuer ça après à la maison, parce que c'est des choses très importantes. Et puis, on peut aussi conseiller de faire une visite tout de suite d'achat chez le vétérinaire, qui va permettre lui de vérifier l'état de santé, ce qu'on va pas pouvoir voir visuellement. Donc, par exemple, de l'ausculter pour écouter le cœur, vérifier qu'il n'y ait pas un souffle cardiaque et vérifier ce qu'on appelle les vis rédhibitoires, qui sont des vis cachées. C'est à peu près 6 pathologies en fait qui sont pas forcément visibles et qui permettent d'annuler une vente. Donc dans ces 6 pathologies, il y a 3 maladies et 3 autres problèmes. Donc les maladies, c'est la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite de Rubart, qui sont des maladies pour lesquelles on vaccine tous les ans. Et puis après, il y a la dysplasie des hanches en fait, l'atrophie rétinienne. Et puis l'ectopie testiculaire, c'est pour les mâles si jamais les testicules ne sont pas descendus dans les bourses. Donc là, c'est le vétérinaire qui peut vérifier en fait tout ça lors d'une visite d'achat, ce qui est pas mal de faire ça parce que comme ça, on aura l'avis du pro pour savoir si tout va bien. Voilà, donc c'est les conseils qu'on peut donner point de vue santé. D'accord, ouais. Ouais, donc une première visite préalable, une fois qu'on a adopté son chiot, c'est quelque chose tout à fait envisageable. Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens justement quand j'ai adopté mon chien et on se pose la question, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment, il y a entre guillemets des tests qui sont connus pour tout à fait. Surtout que pour ces vis rédhibitoires, en fait, il y a un délai légal, donc il faut pas venir trop tard. Donc si jamais il va pas bien, qu'il est fatigué, il faut l'emmener assez vite parce que si c'est une maladie de Carré ou une hépatite de Rubart, en fait, le vétérinaire doit mettre une suspicion, écrire qu'il y a une suspicion assez rapidement dans le délai légal. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de le faire dès qu'on a acheté le chiot. Et puis aussi, il va l'ausculter, donc c'est toujours bien de détecter éventuellement un problème cardiaque. Là, même si on le regarde, on peut pas le savoir en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et du coup, la question, ce serait de savoir, parce que du coup, on parle d'aller voir un vétérinaire, dès qu'on a acheté le chiot, mais quel vétérinaire est-ce qu'on va aller voir? Est-ce qu'il y a un moyen comment procéder par rapport à ça? Est-ce que il faut faire une première approche sans chien pour trouver le bon vétérinaire? Un peu comment? Oui, alors après, les vétérinaires, ils sont diplômés, donc ils ont tous une formation qui est équivalente, donc normalement, ils sont tous bien, on va dire. Après, si c'est bien effectivement de demander par le bouche à oreille dans le quartier aux autres propriétaires de chiens qui peuvent vous conseiller, avec qui ils ont une bonne expérience. Effectivement, regardez la clinique si ça nous plaît, si l'accueil téléphonique nous plaît ou l'accueil voilà, c'est des choses assez subjectives, mais finalement si on veut, alors on va pas vraiment pouvoir départager le vétérinaire sans le connaître en fait. Après, faut se méfier aussi des avis sur Google. Parce que du coup, maintenant sur Google, on peut trouver des avis sur les cliniques vétérinaires. Ça peut être biaisé, on n'a pas toujours l'histoire, voilà. Donc c'est un peu compliqué de se baser sur les avis Google pour les vétérinaires. Donc je pense que le bouche à oreille par rapport aux gens, aux amis qui ont un chien, notamment si vous avez des amis qui ont des chiens depuis longtemps, bah ils ont eu le temps peut-être de tester plusieurs vétérinaires et d'avoir un avis assez objectif par rapport à leur expérience. Donc de demander ça, et aussi si on va à un club canin, de demander un petit peu l'avis des gens. Mais voilà, il n'y aura pas vraiment d'autres critères vraiment pour démarquer. Après c'est l'approche, et effectivement si on n'aime pas trop l'approche du vétérinaire avec le chien, qu'on le trouve un petit peu vieille école et qu'on n'aime pas ça, bah effectivement il vaut mieux trouver peut-être quelqu'un qui correspond plus à nos critères éducatifs en fait, et effectivement pas forcément rester avec.
Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est une relation un peu long terme en fait. Oui, voilà, exactement. Ouais, c'est vraiment un peu du Exactement. feeling, trouver Ouais. ce qui nous correspond Ouais, tout à fait. avant tout. Tout à fait. Ouais. Du coup, oui, je voulais te demander par rapport, donc toi, tu as suivi la formation de vétérinaire. Qu'est-ce que vous voyez durant cette formation, dans le sens où moi je me dis voilà, un vétérinaire c'est comme un médecin, donc c'est vraiment l'aspect santé. Mais comme un chien, voilà, il y a quand même tout l'aspect un peu psychologique dans le sens pour qu'ils vivent bien l'expérience du vétérinaire. Il y a peut-être une approche à faire. Est-ce que vous voyez quelque chose durant la formation de vétérinaire ou enfin voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? D'accord. Alors du coup, en fait, la formation de vétérinaire, c'est une formation assez généraliste. Déjà, on voit pas que les chiens et les chats, on voit toutes les espèces d'animaux, donc aussi les bovins, les chevaux, etc. Après, effectivement, les proportions, on voit un peu moins souvent les nouveaux animaux de compagnie, les NAC en clinique. Il y a moins d'heures d'apprentissage dessus, mais voilà, on doit normalement voir tous les animaux. Et puis, c'est une formation généraliste, on voit toutes les matières, donc le comportement, l'alimentation, la neurologie, la cardiologie, médecine interne, vraiment chirurgie aussi. Donc on apprend tout pour pouvoir sortir et être un médecin généraliste des animaux en fait. Alors après ta question qui concerne le medical training en fait, est-ce qu'on apprend à bien savoir s'occuper d'un animal et l'accueillir dans la clinique de manière bienveillante et sans le brusquer? Alors de mon époque, quand j'étais à l'école vétérinaire, il n'y avait pas vraiment de cours de medical training en fait. Donc on voyait les animaux en clinique, mais tout ça c'était pas encore vraiment développé. C'est assez récent en fait, ces nouvelles techniques vraiment pour réussir à prendre une prise de sang avec le chien tendre la patte tout seul. Donc là il n'y avait pas encore, et c'est justement le rôle des vétérinaires aussi, de continuer à se former et d'être au courant des nouvelles techniques, des nouvelles avancées, et pas rester sur ce qu'ils ont forcément appris à l'école, parce que ça peut commencer à dater. Donc, il faut vraiment se rafraîchir les connaissances assez régulièrement pour savoir ce qui se fait. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, on parlait encore de l'éducation traditionnelle en fait, de la dominance des chiens. Donc c'était il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, c'est prouvé que ça n'a pas lieu d'être en fait. Les chiens ne cherchent pas à dominer et avoir une place de dominant à la maison. Donc ça aujourd'hui, c'est rectifié dans l'enseignement, c'est mis au goût du jour, et les vétérinaires qui sont sortis il y a quelques années, doivent eux aussi se mettre au goût du jour et avoir connaissance de ces nouvelles choses en fait. Voilà, de ces nouvelles connaissances, avoir connaissance de ces nouvelles connaissances. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, ça dit bien ce que ça veut dire dans le sens où le monde canin, l'éducation canine, que ce soit au côté l'aspect santé et tout, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, bien sûr, qui change toujours. Il y a toujours, on découvre entre guillemets des nouvelles choses, et c'est important de se remettre à jour et exactement. Voilà, de toujours être au clair, autant au niveau santé qu'au niveau éducation au final. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, prenons un instant pour récapituler tout ce qui a été vu jusque-là. On a vu que vous avez à disposition le site DirectVet qui propose un assortiment sélectionné par des vétérinaires, autant en matière de médicaments non soumis à prescription que de produits de santé, d'alimentation et de jouets éducatifs. Bien entendu, prenez jamais l'initiative de donner des médicaments à votre chien, mais référez-vous toujours d'abord à l'avis de votre propre vétérinaire. On a parlé également du livre numérique que Charlotte propose, qui vous apprend les premiers secours pour votre chien. On vous recommande d'aller le télécharger et de prendre un instant pour le lire, vous apprendrez vraiment de super conseils. C'est toujours mieux de le faire avant que le drame se produise, parce que vous n'aurez pas le temps de le faire sur le moment si votre chien a par exemple une plaie importante. Vous trouverez le lien dans la description. Charlotte nous a parlé de questions à se poser avant d'adopter, comme de réfléchir à si c'est vraiment le bon moment pour le faire. Gardez en tête qu'un chien vit en général environ 15 ans et que du coup ça va affecter les 15 prochaines années de votre vie. Donc il faut vraiment avoir en tête que c'est pas une décision à prendre à la légère.
Elle nous a également parlé de plusieurs points à avoir en tête pendant l'adoption, autant au niveau santé visuelle que nourriture ou vaccin, et du fait qu'une visite vétérinaire entre guillemets de contrôle est recommandée pour vérifier que votre nouveau compagnon est en bonne santé. Je vous rappelle que nous avons récapitulé tous les points importants de cette interview dans un document PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description pour être sûr de garder sous la main tout ce que nous voyons dans cette vidéo. Je vous laisse maintenant regarder la deuxième partie de notre discussion où vous apprendrez davantage de conseils comme la manière de savoir si votre chien est malade. Elle vous expliquera également comment vous comporter à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce que je dois me précipiter chez le vétérinaire ou est-ce qu'il y a des actions préventives que je peux faire au préalable. Et vous apprendrez la signification du moyen mnémotechnique ABCDEFGH qui vous servira à détecter que votre chien n'est pas au top de sa forme. Tu parlais au début de l'interview des vidéos donc que tu donnes sur la page Facebook en ce qui concerne les chats. Et tu disais que toi tu recommandais de toute façon au bout d'un moment d'aller voir le vétérinaire parce que c'est quand même ça qui est important. Est-ce que en réfléchissant cette fois au chien qui au final est sûrement un peu la même chose, mais comment procéder par rapport à ça? Voilà, j'ai mon chien qui tout d'un coup présente il a un comportement un peu bizarre, je me doute qu'il est peut-être malade, qu'il a peut-être quelque chose. Est-ce que le réflexe serait immédiatement d'appeler le vétérinaire et de lui dire voilà mon chien a des problèmes, ou est-ce que je peux faire des choses au préalable moi-même, peut-être préventivement pour essayer de voir si ça aide, comment est-ce qu'on devrait se comporter par rapport à ça? Alors du coup, c'est vrai qu'effectivement quand il y a un nouveau symptôme qui arrive, c'est pas forcément nécessaire de se précipiter tout de suite chez le vétérinaire. Par exemple, un chiot qui a grignoté des choses qu'il n'aurait pas dû grignoter, qui va avoir un petit vomissement, une petite diarrhée. Ça peut être que passager, donc il faut pas forcément s'inquiéter. Donc il faut bien regarder un petit peu l'évolution des symptômes et corréler avec la gravité. Donc si par exemple le chien vomit une fois ou deux fois, on le met un petit peu à la diète, on lui donne rien à manger et puis on regarde comment ça évolue. Si le lendemain ça va pas mieux, à ce moment-là, faut aller chez le vétérinaire. Mais après, si jamais tout de suite le chien vomit, est très abattu et ça va pas bien du tout, à ce moment-là, il faut pas tarder. Il faut aller assez rapidement chez le vétérinaire. Donc c'est toujours un petit peu comment ça évolue et pour savoir si c'est une urgence ou un petit peu temporisé. Donc le critère de est-ce qu'il mange encore et est-ce qu'il est fatigué, abattu, c'est des points qui sont quand même importants. Donc si juste il a eu un petit peu de diarrhée mais que ça va bien et qui mange bien à côté, on peut un petit peu temporiser, attendre un petit peu et voir peut-être au bout de 48 heures si la diarrhée augmente, va pas en diminuant, à ce moment-là aller chez le vétérinaire. Mais s'il mange bien, et qu'après ça a tendance à aller sur une pente de guérison, à ce moment-là peut-être on n'est pas obligé d'y aller. Après justement les symptômes auxquels il faut faire attention, c'est sûr que quand on est nouvel acquéreur d'un chien, on ne sait pas forcément ce à quoi on doit faire attention. Donc il y a un petit moyen mnémotechnique pour savoir ce qui est important. Donc c'est la règle A, B, C, D, E, F, G, H. Alors A, c'est l'alimentation. Est-ce que le chien mange bien? Donc regardez son appétit. C'est sûr que si le chien d'un coup se met à plus manger, ça peut être un signe un peu inquiétant et à ce moment-là, il faudra consulter si ça dure en fait. Voilà, si il mange pas un repas, peut-être qu'il est allé lécher quelque chose de pas bon et que ça va passer, mais voilà, si ça passe pas et que sur plus d'un jour il mange pas, à ce moment-là, faut consulter. Donc A, alimentation. B, boisson. Pareil, comment est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il boit normalement? Est-ce qu'il boit moins? Est-ce qu'il boit plus? Aussi, il y a des choses qui peuvent faire plus boire. Donc ça, quand on a un chien depuis pas très longtemps, on pense pas forcément à le fait que boire beaucoup, c'est un symptôme qui peut justement être inquiétant. Donc notamment chez les vieux chiens qui se mettent à boire beaucoup, ça peut signifier un problème de rein. Donc si on se met à mettre toujours de l'eau dans la gamelle d'un coup, alors qu'avant on la remplissait qu'une ou deux fois par jour et que là 3-4 fois par jour elle est vide, il faut commencer un petit peu à se poser des questions et à noter ce symptôme pour aller justement voir le vétérinaire. Donc A, alimentation. B, boisson. C, le comportement. Comment est-ce qu'il se comporte?
Le chien qui, d'un coup, se met à faire des choses bizarres, par exemple, avoir la tête penchée sur le côté, ça peut être un signe d'otite moyenne, à se taper la tête, à faire des choses bizarres, en fait, à essayer de se mordre à un endroit. Voilà, ça, c'est des problèmes de comportement, donc on peut aussi consulter pour ça. Des digestions, donc est-ce qu'il y a eu des vomissements, de la diarrhée. C'est l'élimination pour plutôt les pipis. Pareil, est-ce qu'il a des problèmes quand on a un chien mâle? Est-ce que d'un coup il se met à avoir un petit peu plus de difficultés, à pas avoir un jet franc comme d'habitude? Enfin voilà, c'est des détails, mais voilà, c'est des choses qu'il faut regarder. Et quand on voit que c'est un petit peu différent, ça peut être des critères justement pour aller consulter. F, la fatigue. Donc ça, c'est un chien normalement qui est en pleine forme et puis d'un coup, il se met à dormir toute la journée et éventuellement à être abattu. Donc ça, c'est aussi un critère à noter. Alors G pour grosseur, s'il y a une boule qui se met à pousser à un endroit bizarre, là aussi, il faut montrer au vétérinaire parce que c'est pas forcément normal. Donc voilà. Et H pour allaitement, s'il se met à respirer très vite. Aussi, là, il faut aller consulter le vétérinaire si, alors pas si on l'a fait courir et que habituellement il se met à halter pour se ventiler. Là, c'est normal, classique. Mais si un jour justement il a couru, il faisait très chaud, et il se met vraiment à beaucoup halter, là, ça peut être un signe effectivement qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut aller chez le vétérinaire. Voilà. Donc, c'est un petit moyen mnémotechnique pour savoir ce qui peut être important de noter quand on est propriétaire de chien et qu'on veut savoir s'il faut appeler le vétérinaire. Et puis, dans tous les cas, dans la majorité des cliniques vétérinaires, il y a une assistante, il y a une infirmière vétérinaire à l'accueil que vous pouvez appeler et puis qui peut vous dire s'il faut venir ou pas, parce qu'elles ont aussi l'habitude et elles sont là et dire mon chien a ça, est-ce que vous pensez qu'il faut que je vienne pour une consultation, et elles pourront vous dire. Voilà. D'accord, ouais. Ouais, c'est super, c'est un bon moyen de se rappeler en tout cas. C'est vrai que je savais pas par exemple que voilà, moi quand mon chien fait pipi, je me dis c'est super, voilà, mais c'est vrai que comme quoi il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Donc oui, effectivement, oui, ou du sang dans les urines ou des choses comme ça. Donc ça peut être là s'il y a du sang dans les urines, il faut effectivement consulter, ça peut être un problème de calcul ou des choses comme ça. D'accord, ouais. Et du coup au niveau de la santé, est-ce que toi, tu as vu, tu as l'habitude de voir une maladie plus qu'une autre, dans le sens, est-ce qu'il y a une maladie plus commune, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus souvent que d'autres, auxquelles on peut plus s'attendre, ou est-ce que c'est très général? Alors c'est très général. Par contre, je dirais plutôt qu'il y a des spécificités saisonnières. D'accord. Ouais. Mettons, il y a des maladies qui vont plutôt apparaître à telle ou telle saison et du coup, on a un peu, on sait que c'est la saison de la pyroplasmose, par exemple. C'est une maladie qui est transmise par les tiques. Et donc, typiquement, au printemps et à l'automne, il y a plus souvent de pyroplasmose, justement des chiens qui auraient du sang dans les urines, un chien de chasse ou un chien qui a pas une bonne couverture anti-tique et qui est dans une zone où il y a beaucoup de tiques ou qui a eu des tiques, après qui est fatigué, qui a les urines foncées, c'est des signes de pyroplasmose. Donc du coup, c'est saisonnier, en général plusieurs au même moment dans l'année. Après, il y en a plusieurs qui sont aussi saisonniers. Chez les chats, typiquement au printemps, quand les gens ouvrent les fenêtres, ça va être le chat parachutiste parce que ils ont un peu oublié de faire attention et donc on peut voir arriver aux premières chaleurs, quand il commence à faire chaud et que les gens rouvrent les fenêtres dans les appartements, plusieurs chats qui tombent parce que c'est des nouveaux chats ou quoi. Donc un petit peu saisonnier. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de saisonnier? Les intoxications au chocolat vers Pâques. Voilà, donc pas mal de choses qui sont saisonnières. Ouais, d'accord. Plus qu'une maladie qui arrive très souvent. Voilà. D'accord, ouais, du coup, d'où l'importance plutôt de se rappeler justement de A, B, C, D, E, F, G, oui, H. Et, tout à fait. Voilà, je m'en rappelle déjà, donc c'est que ça marche bien. Oui. Ouais, super. Donc on a évoqué donc ce qu'on pouvait regarder chez notre chien, comment un peu interpréter s'il a des maladies, qu'est-ce qu'on peut contrôler. Maintenant si je suis sur le point d'aller chez le vétérinaire, est-ce que en amont je peux
préparer mon chien à cette visite? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Enfin, voilà, que ce soit, je sais pas, par exemple, l'habituer à certaines choses avant d'être vraiment chez le vétérinaire. Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on peut préparer au mieux son mais chien? justement, c'est une bonne question, parce que c'est important de le faire. On n'y pense pas forcément, mais ça va faciliter le travail de tous les côtés. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ne pas attendre que le chien soit malade pour aller chez le vétérinaire, même faire des visites chez le véto sans qu'il y ait rien du tout en fait. Donc mettre son chien dans la voiture, l'emmener sur le parking pour qu'il sente les odeurs, qu'il ait de l'habitude de l'endroit, juste rentrer, éventuellement souvent il y a des balances pour le peser en fait dans la salle d'attente. Donc ça peut être le prétexte, faire une pesée en fait, juste comme ça, que ça se passe bien. Il va rien se passer pour le chien parce qu'on n'a rien prévu de lui faire en fait. Donc il va associer l'endroit de la clinique vétérinaire à un moment agréable, surtout si on lui donne des friandises. Donc comme ça, il n'y aura pas de mauvaise association. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mauvaises associations. Le chien vient, il a une piqûre, il a une prise de sang et donc il va associer l'endroit à quelque chose de désagréable. Donc si on crée d'abord une association positive entre la clinique et lui, eh bien c'est déjà un bon pas en fait. Donc l'emmener, attendre dans la salle d'attente sans rien, en lui donnant des friandises et puis après repartir. En fait, voilà. Donc, on peut un peu prévenir peut-être la clinique avant qu'on va venir, histoire que les infirmières vous regardent pas avec des yeux tout ronds, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est habituer son chien à monter sur une table haute à la maison pour qu'il soit pas perdu, perturbé quand il va être sur la table haute chez le véto. Donc ça peut être fait voilà dans un cadre ludique, en le récompensant, lui apprendre à être sur la table haute sans bouger, voilà, sans qu'il y ait de pathologie particulière. Après aussi, on peut habituer son chien à être manipulé, donc ça facilitera le travail du vétérinaire. Donc à la maison, on l'habitue à lui regarder les oreilles, à lui regarder entre les coussinets, à lui regarder les dents, donc sans forcément l'embêter, hein, juste en soulevant la babine. Et puis à chaque fois, on fait ça d'une manière positive et bienveillante, en le récompensant en fait. Tant que ça se passe bien, on lui donne des petites friandises. Donc comme ça, il va savoir qu'être manipulé, c'est pas désagréable en fait. Donc c'est ce qu'on peut faire. Donc, aller chez le vétérinaire pour rien, l'entraîner à la table haute, l'habituer à être manipulé. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est quand on va chez le véto pour quelque chose, amener aussi des friandises, s'il n'a pas besoin de rester à jeun, mais amener des friandises un petit peu meilleures que celles de d'habitude pour vraiment créer une bonne association, en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Ok, bah super. Ouais. Du coup, ouais, comme quoi, il y a quand même un travail. Bah en fait, au final, c'est un peu comme on disait avant, par rapport au livre numérique que tu proposes là sur les voilà les premiers secours. Bah c'est vraiment des choses à faire en amont, avoir en tête pour pouvoir se préparer au mieux. Tout à fait, voilà. Parce qu'en fait, si on a un chiot et qu'on lui habitue très tôt à avoir les oreilles manipulées, à avoir peut-être à lui nettoyer les oreilles. Et bien le jour où il aura une otite et qu'il faudra lui mettre des gouttes dans les oreilles, et ben ce sera facilité en fait. Donc il faut le faire un maximum avant, habituer son chien aussi à être brossé. Voilà, tout ce qu'on peut faire en fait fait que ce sera plus simple après le jour où il y aura des problèmes. Voilà. Maintenant, parlons un peu plus donc d'éducation, comme sur le blog Direct Vet, il y a tous ces articles qui nous aident à aborder la chose. Est-ce que tu as des conseils sur quelqu'un qui est sur le point d'adopter un chien par rapport à ce niveau-là, comment se comporter, par quoi commencer, un peu des directions à suivre? Bon, déjà, effectivement, la grande direction serait plutôt de prendre le pas de l'éducation canine positive ou bienveillante, parce que pendant longtemps, il y a eu l'éducation traditionnelle basée sur la théorie de la dominance, et il y a beaucoup de gens qui ont eu des chiens et qui ont utilisé ça, et maintenant, en fait, ça a totalement changé. Donc, quand on a eu un chien et qu'on est resté sur ça, et qu'on ne sait pas qu'il y a cette nouvelle tendance, en fait, de l'éducation bienveillante, on rate quelque chose, en fait, si on reste sur les anciennes techniques. Donc il faut vraiment tout de suite se tourner vers les nouvelles techniques, les techniques bienveillantes en fait qui sont au goût du jour, qui sont plus actuelles et qui font moins de mal aux chiens en fait, point de vue comportement, qui occasionnent moins de problèmes de comportement sur le long terme en fait. D'accord. Voilà, donc vraiment éducation positive, bienveillante, voilà. Ouais.
Ouais, je pense que c'est important de mettre l'accent vraiment sur l'histoire du long terme, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà, voilà, on croise un peu de tout. C'est vrai que des fois on sait pas trop sur quel pied danser. Tout à Mais fait. c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête ce Oui. long terme. Ouais. C'est vrai que quand on achète un chien, quand on regarde en fait peut-être sur des sites ou les techniques, eh bien il y a encore une grande place des anciennes techniques. Pas parce que forcément des gens les enseignent encore, mais parce que c'est aussi ce qui reste sur la toile. Parce que ça a évolué il y a 10-15 ans, donc si on trouve encore du contenu ancien qui a été repris, eh bien on peut croire que c'est les bonnes techniques, alors qu'en fait, du coup, on sait pas en fait. On peut choisir l'éducation traditionnelle par manque de connaissances, parce qu'on sait pas qu'il y a cette autre voie aujourd'hui de l'éducation bienveillante. Donc effectivement, c'est important d'en être conscient. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des chiens. Ce que je disais aussi au début, tout à l'heure de l'interview, à l'école vétérinaire, il y a 15-20 ans, on apprenait encore, voilà, la dominance, etc. Donc, ça a changé entre-temps. Voilà. Il y a Madoff qui vient faire un petit coucou. Il voulait être sur la vidéo. Voilà. Bah du coup ça fait très bien la transition, parce que je voulais te demander, alors après c'est une question un peu personnelle, tu choisis d'y répondre ou pas, c'est toi qui vois, mais est-ce que tu pourrais nous dire entre guillemets la plus grosse erreur que tu as fait avec ton chien, ou le truc qui te reviendrait, que tu conseillerais justement à des gens qui débutent de faire attention? C'est celle-là en fait, parce que mon premier chien alors j'avais toujours eu des chiens avec mes parents en fait, quand j'étais enfant. Par contre, le premier chien que j'ai acheté, donc c'était avant d'être diplômée, donc en 2000, il y a 20 ans, et j'étais allée voir un éducateur, et qui était un éducateur traditionnel. Donc c'était en fait à l'époque, il n'y avait pas forcément d'un côté traditionnel, de l'autre côté les nouvelles techniques. Donc je suis allée le voir, j'ai suivi ses conseils, mais je sentais que c'était pas ce qui me plaisait. Je sentais que ça n'allait pas, quoi. C'était pas le mode d'éducation que je voulais et qui me ressemblait pas, et que il y avait quelque chose aujourd'hui on aime bien parler d'être aligné. Moi j'étais pas alignée avec ça du tout en fait. Ce qu'on me demandait de faire aux chiens, c'était pas aligné avec mes principes. Moi je suis véto parce que j'aime les animaux, et j'ai pas forcément envie de leur mettre des coups de collier pour qu'ils marchent à côté de moi en fait. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc je dirais que c'était ça la grosse erreur. Après ouais, non, c'était ça, voilà. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, du coup, toute l'importance au final voilà, même si on va voir quelqu'un qui est quand même un professionnel, alors voilà, c'est pas parce qu'il va nous conseiller des choses qu'il faut forcément le faire à la lettre, le faire sans réfléchir. Il faut quand même un peu se remettre en question. Alors justement, je dis pas que voilà, ces techniques ont fonctionné, ça a été prouvé, donc c'est tout à fait normal entre guillemets que ça ait été enseigné, mais c'est vrai que maintenant il y a des nouvelles techniques, donc il faut vraiment garder en tête de jamais faire des choses que vous avez qui vont contre vos valeurs, qui vont contre ce que vous pensez. Vraiment toujours rester aligné avec vos valeurs. Ouais, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important. Tout à fait. Je dis ça parce que moi-même c'est quelque chose qui c'est difficile en fait quand on va voir quelqu'un qui est un pro, et puis qui nous donne des conseils que tout d'un coup on remet en question, et puis on sait pas trop comment faire, parce Exactement. que lui est convaincu de sa technique. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très important de mettre ça en avant. Et alors du coup pour enchaîner, donc toujours pour aider les personnes qui sont sur le point d'adopter un chien, est-ce que toi tu as un livre que tu recommanderais, quelque chose qui t'a vraiment particulièrement aidé, qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? Alors moi, un livre grand public que j'ai bien aimé, en fait même j'ai beaucoup aimé, c'est le livre Tout sur le toutou de Thierry Bedossa, donc qui est un confrère vétérinaire en fait, et qui est vraiment dans cette vision de la bienveillance, et qui donne plein de conseils en fait pour l'éducation de son chien, et qui explique vraiment très bien dans le livre, qui se lit quasiment comme un roman on pourrait dire, parce que voilà, il donne aussi son expérience personnelle, il raconte aussi de sa vie, donc c'est très instructif, et j'ai beaucoup aimé ce livre que je recommande. Après il y en a plein d'autres, mais voilà, pour commencer facilement, celui-là est très bien.
Oui, mais du coup, c'est une bonne base. C'est bien de savoir un peu par où commencer, parce que c'est vrai que quand on débute dans l'éducation, ben il y a tellement de livres, de choses qu'on sait pas trop dans quelle direction aller à la base. En plus, justement, dans les ouvrages, vous avez toujours des risques de tomber sur des livres entre guillemets anciens. Carrément. Donc c'est peut-être important d'avoir ça en tête, voilà, de regarder aussi la date de parution, enfin la date d'édition, ce genre de choses. C'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement sur Amazon, il va y avoir plein de livres d'éducation qui sont un petit peu anciens, des années 2005, 2010, qui peuvent avoir une très très bonne notation et des très bonnes reviews, mais qui sont encore avec les techniques traditionnelles anciennes en fait. Donc là, on peut les commander et être déçu à la lecture. Moi, j'en ai commandé plusieurs comme ça en fait, et après celui-là je le lis pas, celui-là je le lis pas, celui-là je le lis pas, parce que du coup c'était pas du tout ça quoi. Voilà, notamment si vous regardez sur Amazon les livres de César Millan, ben ils vont avoir des super reviews, des 5 étoiles, et pourtant le contenu effectivement voilà, il faut pas le garder. Donc un bon exemple. Voilà. Et du coup, pour un peu conclure voilà cette interview, est-ce que tu as un conseil en particulier, quelque chose que tu aimerais rajouter voilà pour aider toujours vraiment aider les personnes qui sont sur le point d'adopter et qui, voilà, comme je disais, mettent un peu ce premier pas dans l'éducation canine? Le dernier conseil, c'est ça, effectivement, c'est de bien vérifier ses sources, de bien vérifier ce qu'il y a derrière, si l'éducation qu'il y a correspond à ce qu'on veut apporter à son chien, donc si elle sera alignée à nos désirs à nous. Donc faire attention, parce qu'il y a certains éducateurs qui vont dire qu'ils utilisent des techniques positives, qui vont mettre partout positif, et en fait quand on creuse un peu, on voit que c'est pas du tout du positif. Donc essayer de se renseigner, vérifier, et puis dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, qui nous plaît pas, ne pas hésiter à changer de crèmerie. D'accord, bah super. Bah je pense que c'est un excellent conseil à suivre du coup. Bah du coup c'est tout pour moi. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. Merci Mathias. Ça, on a vraiment appris beaucoup de choses. J'espère que ça vous a aidé. On va de toute façon mettre donc les liens de tout ce qu'on a parlé dans la description. Faudra pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, aussi un lien vers DirectVet, comme ça vous pourrez tout de suite aller voir par vous-même. C'est vraiment un site super. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis du coup, je te remercie Charlotte et je te dis à bientôt. À bientôt Mathias. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir de voir que vous y avez trouvé de l'intérêt. D'ailleurs, vous pourriez peut-être me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si ça vous intéresserait qu'on fasse d'autres interviews comme celui-ci. Comme on l'a dit, vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont on a parlé avec Charlotte dans la description. Pensez à aller jeter un coup d'œil au site DirectVet. Vous verrez que le catalogue est super complet et vous pourrez vous faire votre propre avis et voir si vous aussi vous pensez qu'il mérite une évaluation de 9,3 sur 10. Rappelez-vous également d'aller télécharger notre document récapitulatif de tout ce qui a été vu. Il y a beaucoup de choses super intéressantes qui ont été dites dans cette interview et ça serait vraiment dommage de ne pas avoir ce document PDF car vous risqueriez d'oublier certains points par la suite. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir en profiter. Je vous remercie pour votre intérêt et votre soutien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!